Alors, merci à Stéphane Eyas de m'avoir offert cet espace virtuel pour une présentation liée à la thématique particulière de la peau altérée par une brûlure grave. L'objectif de cette présentation est de mettre en évidence une distinction claire entre invisible, qu'on ne voit pas, qu'on ignore, qui est technique, qui reste normalement caché, et visible ce que pour des raisons intimes et complexes, un grand brûlé ne doit pas montrer ou ce que, à ses yeux, son entourage ne veut ou n'accepte pas ou plus de voir. La situation actuelle de confinement, de distanciation sociale et d'instauration de toutes sortes de gestes barrières, d'ailleurs l'expression est très parlante, permet sans aucun doute de bien se rendre compte non seulement des précautions indispensables dans un service spécialisé pour une prise en charge de brûlures graves, mais surtout de tout ce qu'implique pour un patient de n'être en contact direct avec le monde extérieur, d'être confiné en quelque sorte. Le corps humain est peu protégé contre les changements de température brusques. Vous avez à l'écran plusieurs sortes d'accidents qui peuvent se produire avec des températures extrêmes. Une brûlure grave est une brûlure où les trois couches de la peau sont atteintes. Donc on a le derme, l'hypoderme et l'épiderme qui sont détruits et à partir de 20% de la surface tégumentaire, donc de la peau. Et vous voyez comment est calculée cette surface à l'écran. La vie du patient est menacée. À cause de la destruction de la peau, cette peau n'est plus à même de protéger les organes des fonctions vitales, de barrière contre la déshydratation, de maintenir la température corporelle, de servir de barrage contre les infections et de protéger aussi l'individu contre l'environnement. À partir de ce seuil critique, la blessure nécessite donc dans tous les cas des interventions chirurgicales dans un centre spécialisé. On va passer très brièvement sur cette chirurgie. Elle est nécessaire pour enlever les lambeaux de peau nécrosés, donc éviter des infections, fixer les articulations suite à la fonte de phalanges, des os, voire en fonction de la gravité pour amputer certains membres et certaines parties du corps, le nez, les oreilles. Donc on voit la brûlure a vraiment un impact sur la matérialité du corps. Dans cette phase qui est vraiment nécessaire pour le maintien en vie du patient, pour recouvrir cette peau qui a été détruite, il faut des interventions et chaque intervention permet de restaurer 5 à 15% de peau. Cette peau, elle va être soit prélevée sur le patient lui-même, sur les parties saines, et donc ce qui veut dire aussi, et on le voit sur ces slides, ça veut dire que tout son corps est une cicatrice, puisqu'il y a la cicatrice de la peau qui est greffée, mais également la cicatrice des endroits où la peau est prélevée. Si le patient n'a pas assez de peau saine, donc c'est nécessaire d'avoir des cultures de peau, et donc on a eu des progrès ces dernières années impressionnants sur la culture de peau qui permettent aujourd'hui à un individu qui est brûlé même à 95% de survivre, ce qui dans les années 60 n'était pas possible. Et ce qui va sans dire aussi, c'est que ça permet à des personnes déjà plus âgées de survivre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le matériel de réanimation occupe tout l'espace de la chambre par son volume, sa pesanteur, une multitude de bruits de moteur, les signaux optiques et sonores s'affolent. En suivant les multiples tuyauteries reliées aux appareils, ce que l'on perçoit d'abord du malade, c'est l'image d'une masse en apesanteur, inerte sur un lit fluidisé, comme étant le prolongement ou le terminal des machines. Ce dispositif de soins, c'est important de le voir. On a cette citation de Couder qui
donne vraiment le décor au milieu de machines destinées à remplacer les fonctions défaillantes, rénales, respiratoires, cardiaques, thermiques et de soins. Donc les sondes, les cathéters, les perfusions, les voies centrales, apparaît une sorte de masse qui est le patient. Les limites entre le patient et le dispositif ultra technicisé s'estompent. Il reste un corps machiné gisant sur un lit fluidisé. Ce lit fluidisé, c'est un lit vraiment nécessaire aussi pour favoriser la cicatrisation des plaies et éviter que le poids du patient va créer des escarres et surtout empêcher la cicatrisation des plaies. Dès qu'il y a une brûlure grave, il y a tout un processus qui est mis en place par une équipe pluridisciplinaire qui est composé d'urgentistes, d'anesthésistes, d'intensivistes, de chirurgiens. Et cette situation va contraster avec le patient qui, lui, est en sédation profonde. Il y a vraiment le contraste entre l'équipe qui fait tout pour sauver sa peau et le patient qui, lui, est absent. Donc, dans cette situation, il y a aussi l'entourage qui joue un rôle déterminant. Euh, Cet entourage, il est coupé du patient aussi. Donc, on a une situation où le personnel, et c'est un peu comme la situation où on vit aujourd'hui, où ça a été vécu dans les EHPAD, où il n'y a pas de possibilité d'être proche du patient. Cette distanciation, elle peut être vraiment vécue douloureusement, comme le montre l'exemple ci-joint. Lucile, désemparée, recherchait la présence de son fils. Elle aurait aimé lui tenir la main, lui donner sa chaleur, lui dire son amour. Mais elle restait là, impuissante, seule, plus seule que jamais, avec encore et toujours un écran entre elle et lui. Face à ce corps qui est réduit à sa plus parfaite matérialité, qui est presque un objet, on a vu, c'est une masse, c'est l'entourage qui va avoir un rôle déterminant pour faire le lien entre la période ante brûlure et la période actuelle. C'est l'entourage qui va donner des informations sur, par exemple, les goûts musicaux qu'avait le patient. Dans certains centres de soins, on passe justement de la musique que le patient avait entendue auparavant ou qu'il appréciait. Et donc, l'entourage va justement aussi donner des indications sur le caractère du patient, sur sa force aussi, si c'est quelqu'un de combattant, il va pouvoir supporter sa situation. L'entourage a ce rôle de témoin, mais pour lui, c'est aussi une épreuve, parce que parfois, il ne reconnaît plus le patient qui est exposé, et d'où le jeu de mots devant lui, sans que, même si ça a été une personne familière, suite à cet accident, il ne le retrouve plus comme une personne familière. Au premier temps de cette phase d'hospitalisation, le patient est plongé dans une sédation profonde, c'est-à-dire que cette sédation, elle a deux objectifs. Une, c'est bien sûr de lutter contre la douleur, mais également pour éviter que le patient fasse des gestes inopinés et qui prétériteraient les soins. Dans cette première phase que nous avons vue, le patient est quasiment absent du processus. Il est bien présent puisque c'est l'objet des luttes par rapport à l'équipe médicale, mais par contre, lui-même est absent, il ne peut pas interagir avec les autres. Donc,
Arrive la période où justement il y a un réveil. Ce réveil, il est progressif et comme va être progressive aussi la découverte de cette frontière entre soi et les autres. On a vu dans un premier temps, il y a vraiment une masse entre l'espace qui est technicisé et le patient. Et à ce moment, maintenant, arrive le moment où les limites vont de nouveau devoir se mettre en place. Alors, une des premières limites, c'est l'intimité. Dans beaucoup de soins, cette intimité est perdue. Le patient est vraiment exposé de tout son corps aux autres dans des soins qui sont vraiment spécifiques, les douches le personnel médical utilise pour justement diminuer l'inflammation des plaies, cicatriser et assouplir les cicatrices qui peuvent devenir, qui se durcissent et donne ce sentiment pour de nombreux grands brûlés d'être comme à l'étroit dans cette nouvelle peau. Nu, avec pour seul vêtement une serviette éponge détrempée qui finissait par tomber sous les jets de solutions désinfectantes, dénué de toute pudeur, il fallait subir l'abrasion des peaux nécrosées à l'aide de petits scalpels plus agressifs qu'une nuée de piranhas. Ils étaient en général 2 infirmiers, à chaque fois différents, un de chaque côté, à pratiquer cette manipulation encore plus insupportable moralement que physiquement. La seule idée de ce qu'on me faisait me soulevait le cœur et m'envahissait l'estomac d'une nausée sans issue de soulagement. Je suppose qu'on changeait quotidiennement les soignants pour leur permettre à eux aussi de récupérer de ce qu'ils faisaient et voyaient. La suite dans cette découverte progressive de la situation, le grand brûlé prend aussi conscience que la vue de ces séquelles va être une épreuve pour les autres, une souffrance morale qui constitue aussi pour lui de devoir se présenter aux autres de la sorte. Des fois, il a le sentiment d'avoir honte de se présenter parce qu'il sent il montre que les autres vont ressentir du dégoût et que son apparence ne va plus de soi. Toutes les opérations m'ont fait très mal, surtout quand on a coupé des morceaux de peau de mes jambes pour les mettre sur les brûlures. On prenait de la peau saine sur mes fesses, pour la poser sur les zones brûlées. Mais cette peau ne restait pas en place, on devait la fixer avec des agrafes ou des fils. Le pansement était enlevé pour la première fois 3 jours après l'opération, et puis de nouveau 2 jours plus tard. C'était généralement le moment où on enlevait les agrafes. Et là aussi, ça faisait très mal. La souffrance physique se retrouve dans de nombreux exemples, comme celui qui se trouve à l'écran avec ces greffes et surtout cette douleur qui vient non seulement de l'endroit où est apposée la greffe, mais aussi où est prélevée la greffe. J'étais tellement confus que je croyais n'être à l'hôpital que depuis 24 heures. Ça faisait plus de 3 mois que j'avais eu mon accident et j'avais complètement perdu la notion du temps. Dans cette période d'hospitalisation et de réveil, pour le grand brûlé, il y a une perte des repères spatio-temporels. Alors, cette perte, elle a différentes origines ou explications. Une est la médication forte qui va induire une modification de la perception, mais il y a aussi le fait d'être plongé donc après un accident, de passer d'un individu qui était en bonne santé à être dans un lieu de survie où il y a, comme dans de nombreux soins intensifs, de nombreuses sollicitations des sens au niveau des bruits, au niveau des odeurs. Et pour la brûlure grave, s'ajoute également la température. Dans les centres de soins, la température est élevée pour compenser la perte de peau et pour maintenir le patient dans un confort. J'ai mis un certain temps avant de me dire « c'est ma peau », même si avec les greffes elle a changé d'endroit. Je ne peux échapper à cette réalité. Néanmoins,
Un matin, j'ai pu voir, trop bien voir, le moignon de ma main droite. Il m'a semblé identique à une cuisse de poulet crue sans la peau. J'ai été si horrifiée que j'ai décidé de ne plus jamais me regarder durant mes bains. Pour le grand brûlé, cet apprentissage est progressif. Il faudra qu'il réapprenne à faire en sorte que cette peau, qui alors soit provient de greffes de culture, soit de greffes de sa propre peau, il se l'approprie et qu'il en fait qu'elle devienne sa propre peau. Et, et alors, cet apprentissage, ben, c'est sûr que il prend du temps. Et il y a de nombreux témoignages, et ces témoignages mettent en évidence souvent des côtés très peu humains où le patient a l'impression, ben, comme dans l'exemple ci-dessous, d'être associé à un animal, dans ce cas un poulet, ou aussi avoir l'impression de se trouver comme en boucherie. Donc c'est vraiment on revoit ici le fait de revenir sur la matérialité du corps et sur vraiment la chair de, où il n'y a plus une grande humanité. Elle nous prend par morceaux et nous reconstitue dans des albums numérotés. Et ce sont ces morceaux qu'elle envoie à toutes les tantes machins, aux cousins trucs, aux parents de toutes sortes qui réclament des nouvelles des petits, des photos, des portraits. Je nous y vois, je m'y vois, on est là, on grandit, mais les photos se ressemblent. Front, joues, mâchoire, narines, oreilles, épaules, cou, dos, bras, jambes, tout ça nu, tout ça de tout près, comme si c'était la texture de nos corps qu'elle palpait. Ma peau d'enfant recousue, fripée et raide, aux lignes tordues comme un linge qu'on aurait essoré. La découverte du grand brûlé, elle est dissonante par rapport à son entourage qui, lui, a pu assister au rapiessage des pièces, vraiment à la découverte progressive de son corps. Et il y a pour certains patients l'impression d'avoir eu un peu une dépossession du corps, et puis surtout un grand décalage entre ce que la famille a eu l'occasion de pouvoir voir, et puis eux qui se retrouvent à avoir des manques des points qui manquent à leur des trous dans leur découverte. Quand on y ajoute la lumière crue des lampes et la grande vitre au travers de laquelle le personnel soignant, les psychologues et les médecins pouvaient venir assister à votre massacre cutané, le décor macabre était complet. Cette dépossession du corps se retrouve également dans cette citation, avec vraiment l'impression d'être un corps-objet, une sorte de cobaye euh, qui est un peu presque à distance d'un massacre cutané. La brûlure grave, et c'était l'objet de cette présentation, est pour moi une ouverture vers l'invisible, et surtout montre différents types d'enfermement. Il y a l'enfermement dans une unité de soins qui le protège aussi bien des infections mais des regards intempestifs. Il y a l'enfermement dans une sédation profonde, comme on l'a vu, qui bouleverse le rapport au corps, mais aussi les repères spatio-temporels. Et puis, il y a l'enfermement, bien évidemment, dans cette nouvelle peau qui l'enserre et qui métamorphose un corps objet en corps sujet qu'il s'agit de réapproprier, avec toute une dimension narrative où le grand brûlé va se familiariser avec cette peau qui raconte quelque chose de lui, raconte quelque chose de son passé. Alors, le corps du grand brûlé, il évolue entre survisibilité et invisibilité, comme on l'a vu.
L'effraction de la brûlure attire l'attention sur des parties du corps qui d'habitude sont discrètes, voire peut survisibiliser des parties qui sont généralement recouvertes par la peau et donc invisibles. On a de nombreux cas de personnes qui ne peuvent plus fermer, par exemple, la bouche. Donc on voit des parties qui, jusqu'à présent, ou habituellement, ne sont pas visibles. Alors, pour Merleau-Ponty, on sait que visible est toujours lié à l'invisible, et ces deux notions se côtoient et constituent deux faces qui permettent à tout homme d'appréhender la réalité. Euh, dans un centre spécialisé de Grand Brûlé, il y a toujours le visible, le trop visible, l'insupportable, et comme on l'a vu, euh, il y a énormément de non-dits puisqu'on peut peut-être peu exprimer les ressentis, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et ce que peut-être des aspects trop saillants de la brûlure empêchent de voir. Maintenant, pour moi, ce qui a été très pénible, c'est le temps au centre des brûlés, à cause de cette morphine et de ces machins. Eh bien, je pense que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'imaginer. Ça m'a laissé de mauvais souvenirs. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut... Je peux le raconter, mais il n'y a pas de comparaison pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Le fait aussi qu'il me manque aussi 15 jours, 3 semaines, il n'y a qu'à moi que ça me manque, tous les autres, ils les ont vécus ces 15 jours, 3 semaines. Les gens, ils n'arrivent pas à situer par rapport à ce qu'ils ont vécu durant cette période. Même mon mari ou ma mère, qui étaient là au quotidien et tout, eux, ils n'arrivent pas. Quand je dis « mais oui, à partir de là, et puis là, je me souviens de nouveau, et puis… » Mais eux, ils n'arrivent pas à se souvenir parce que pour eux, ça n'a pas fait tilt. Ils ne se disent pas « tiens, depuis maintenant, elle se souvient ». Dans cette invisibilité, il y a pour beaucoup de patients, comme ça a été relevé, le temps passé dans la sédation profonde, c'est un temps qui manque et c'est un temps invisible qui va, pour certains, représenter une grande souffrance, comme dans l'exemple de cette patiente. Euh, Invisible aussi, il y a tous les ressentis du personnel soignant et puis de l'entourage euh, qui sont peu exprimés et surtout on a peu d'ouvrages qui en parlent. On a beaucoup de témoignages de patients grands brûlés, mais on a peu de témoignages du personnel soignant. Euh, donc, invisible, c'est aussi les séquelles qu'il s'agit de ne pas montrer, de ne plus pas voir, de ne plus voir. Et j'aimerais terminer en faisant écho au travail de Candice Sellier, à son ouvrage récent qui s'appelle les réécritures de la chair. Ce travail insiste sur les modifications de la chair et justement cette réécriture qui a été faite par la chirurgie, mais également sur le temps nécessaire pour les personnes de sortir de cette invisibilité et de devenir visibles. Merci de votre attention. Je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui ont témoigné dans le cadre de mes recherches, en particulier Madame Moïmon qui m'a transmis son manuscrit qui est une grande richesse et le professeur Wassim Rafoul qui m'a transmis plusieurs illustrations de la brûlure grave. Voilà, un tout grand merci.